L'air dans le restaurant de Tribeca semblait plus froid que d'habitude. Le climatiseur était réglé sur les 72 degrés habituels. Mais Cassandra sentit un frisson parcourir la peau nue de ses bras. C'était un pressentiment glacial qui n'avait rien à voir avec la température. De l'autre côté de l'immense table en chêne, son mari Julian accordait bien plus d'attention à l'écran lumineux de son téléphone portable qu'à son assiette de steak vieillie à sec. Le léger sourire qui effleurait les coins de ses lèvres n'était certainement pas destiné à Cassandra. Ce sourire était pour un autre monde, caché derrière la vitre de l'appareil qu'il tenait dans ses mains. Cassandra posa soigneusement sa fourchette, en essayant de ne pas faire de bruit qui pourrait interrompre le plaisir silencieux de son mari. Depuis les 6 derniers mois, cette scène était devenue sa réalité quotidienne. Julian rentrait de son cabinet d'avocat d'entreprise, déposait sa mallette en cuir, prenait une douche, puis s'accrochait à son téléphone comme s'il s'agissait d'un système de survie. Leur conversation était devenue courte et purement logistique, se résumant à des questions sur ce qu'elle avait mangé ou quel était son emploi du temps pour le lendemain. « Chérie, comment s'est passée la réunion de fusion aujourd'hui » demanda Cassandra. Sa voix semblait un peu plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Elle voulait simplement percer le mur invisible qui s'était dressé entre eux. Julian leva les yeux, et il lui fallut une seconde pour que son regard se concentre sur elle. Il avait l'air d'un homme qui revenait d'un voyage lointain. Ça s'est bien passé. Comme d'habitude, répondit-il sèchement. Avant que son pouce ne reprenne sa danse agile sur l'écran, Cassandra prit une profonde inspiration. Elle était une femme qui avait construit son propre succès à partir de rien. Sa maison de mode, Cassandra, possédait désormais 3 boutiques à travers Manhattan. Et son portefeuille d'actions, qu'elle gérait méticuleusement elle-même, était devenu une source de richesse qui dépassait largement le salaire de partenaire de Julian. Elle avait l'habitude d'analyser les problèmes, de trouver des solutions et d'agir de manière décisive. Mais dans son propre mariage, elle se sentait totalement impuissante. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais continuait d'espérer que ce n'était qu'une phase temporaire. Un moment d'ennui passager qui passerait bientôt. Cette nuit-là, ses espoirs furent brisés. Après ce dîner silencieux, Julian ne se rendit pas directement dans son bureau à la maison comme d'habitude. Il suivit Cassandra dans le salon et s'assit sur le canapé en face d'elle, posant son téléphone face contre la table basse. Ce simple geste parut si formel, si lourd que l'estomac de Cassandra se serra. « Cassie, j'ai quelque chose à te dire » commença Julian. Sa voix était égale, dépourvue d'émotion, comme un médecin s'apprêtant à annoncer un mauvais diagnostic. Cassandra se contenta de hocher la tête. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle joignit les mains, qui étaient soudain devenues froides et moites. « Je pense que notre mariage est terminé » continua Julian. Ses yeux fixaient le mur derrière Cassandra, évitant son regard. « J'y ai réfléchi longuement et sérieusement. Demandons le divorce. » Le mot divorce resta suspendu dans l'air, tranchant et mortel. Le monde de Cassandra sembla s'arrêter. Le tic-tac de l'horloge de parquet, habituellement un bruit de fond réconfortant, résonnait maintenant comme les coups d'un marteau géant. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Une boule s'était formée dans sa gorge. Julian prit le silence de sa femme pour un signe de résignation. Il poursuivit son explication du même ton froid. « Tu n'es responsable de rien, Cassie. Tu as été une bonne épouse. Mais je ne peux plus me mentir. Je suis toujours amoureux d'Isabella. » Le nom Isabella. Le nom de l'ex-petite amie avec laquelle Julian avait rompu 8 ans plus tôt, bien avant de rencontrer Cassandra. Un nom que Julian mentionnait occasionnellement dans des histoires nostalgiques. Un nom qui faisait toujours sentir à Cassandra qu'elle n'était qu'une doublure dans la pièce de quelqu'un d'autre. J'ai recommencé à lui parler ces derniers mois, confessa Julian sans la moindre trace de culpabilité. Et nous avons réalisé que nous n'aurions jamais dû rompre. Je veux recommencer avec elle.
Cassandra retrouva enfin sa voix. Même si seul un murmure rauque s'échappa de sa gorge. Recommencer. Oui. Julien hocha la tête comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pour cela, nous devons régler nos affaires aussi rapidement et équitablement que possible. Partageons. Simplement les biens moitié-moitié. Ce sera le moyen le plus rapide. Cette maison. Les économies, les investissements, c'est seulement juste. Non. Ce mot fut une seconde gifle, encore plus douloureuse que la demande de divorce elle-même. Équitable. Cette maison avait été entièrement payée par les primes annuelles de son entreprise. La grande majorité de leurs économies. Et presque tous les comptes de courtage étaient financés par les profits de ses boutiques et par son propre trading habile. Le salaire de Julien couvrait à peine leurs dépenses quotidiennes et les paiements du prêt de sa BMW. Mais aux yeux de Julien, tout cela était un bien marital. C'était le fruit d'un effort qu'il était maintenant prêt à revendiquer la moitié pour commencer une nouvelle vie avec une autre femme. Cassandra ne répondit pas. Elle se contenta de fixer son mari, l'homme qui avait dormi à ses côtés pendant 7 ans. L'homme dont elle avait soutenu la carrière, l'homme qu'elle avait sincèrement aimé. Cet homme semblait maintenant un étranger négociant une fusion d'entreprise. Et non en train de mettre fin à un mariage. Cette nuit-là, Cassandra ne put pas dormir. À 2 heures du matin, elle se leva du lit. Elle avait soif. Elle marcha lentement jusqu'à la cuisine pour prendre un verre d'eau. En passant devant le bureau de Julien, dont la porte était légèrement entr'ouverte, elle entendit la voix de son mari. Elle n'était plus plate ni froide. Elle était pleine de rire et de chaleur. Encore un peu, mon amour. Tout sera bientôt terminé, disait Julien à quelqu'un au téléphone. Il y eut une courte pause. Cassandra retint son souffle et colla son oreille à la fente de la porte. Comment l'a-t-elle pris? Choquée, bien sûr, mais elle est faible. Elle l'a toujours été. Le rire de Julien retentit à nouveau. Léger et insouciant. Elle ne compliquera pas les choses. Cassie est trop obsédée par moi. Elle signera n'importe quel papier que je mettrai devant elle. Ne t'inquiète pas, mon amour. Toute sa richesse, notre richesse, sera le fondement de notre nouveau palais. Tu quitteras ton travail et nous voyagerons dans le monde entier comme nous en avons toujours rêvé. Notre richesse, notre nouveau palais. Les 2 phrases frappèrent Cassandra comme un éclair. La douleur qui brûlait son cœur se transforma en un froid glacial. Les larmes qui menaçaient de couler semblèrent s'évaporer instantanément. Elle recula lentement de la porte. Les mains serrées si fort que ses articulations devinrent blanches. Elle retourna dans la chambre mais ne se remit pas au lit. Elle se tint devant le grand miroir en pied dans le coin de la pièce. Elle regarda son reflet, une femme aux yeux gonflés et au visage pâle. Une femme qu'on avait qualifiée de faible, une femme qu'on avait prise pour une idiote. Mais ce qu'elle vit dans ses propres yeux n'était plus la faiblesse. Ce qu'elle vit était la lueur d'une flamme qui commençait tout juste à brûler. Une flamme froide, concentrée et mortelle. Sa douleur s'était transformée en quelque chose d'autre. Quelque chose de bien plus puissant. La détermination. Julien s'était terriblement trompé. Cette bataille serait en effet bientôt terminée, mais pas du tout de la manière qu'il imaginait. Cassandra ne compliquerait pas les choses au tribunal parce qu'il ne resterait plus rien pour qu'il se batte. Elle récupérerait chaque dollar, chaque action. Chaque brique qu'elle avait construite avec sa sueur et son sang. Dans le silence de cette nuit, Cassandra fit un serment à elle-même. Julien pouvait avoir son passé, mais Cassandra reprendrait tout son avenir. Le lendemain matin, le soleil se leva comme d'habitude. Mais le monde de Cassandra avait complètement changé. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, Julien était déjà à table, sirotant son café et parcourant les nouvelles sur sa tablette. Il leva les yeux quand Cassandra entra. Un éclair de surprise traversa son visage à sa vue. Cassandra ne ressemblait pas à une femme dont le monde venait de s'effondrer. Elle s'était déjà douchée.
Elle portait un chemisier en soie bleu marine impeccable. Ses cheveux attachés en arrière dans un chignon élégant. Il n'y avait aucune trace de larmes sur son visage, seulement un calme presque surnaturel. Bonjour, salua Cassandra, d'une voix égale et calme. Elle prit une tranche de pain grillé et y étala de la confiture. Ses mouvements étaient délibérés, sans hâte. Bonjour, répondit Julien, se sentant légèrement mal à l'aise. Il l'observa, essayant de lire son expression. Ça va? Je vais bien. Cassandra répondit, regardant Julien directement dans les yeux sans cligner. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier. Et tu as raison. Il n'y a pas de sens à s'accrocher à quelque chose qui est brisé. Finissons pacifiquement. Julien parut visiblement soulagé. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Exactement comme il s'y attendait, Cassandra était docile et ne s'apprêtait pas à faire un drame. Je suis content que tu puisses être si raisonnable. Cassie. Tu m'as enlevé un poids des épaules. J'ai besoin d'un peu de temps seul aujourd'hui. Cassandra continua calmement. Pour rassembler mes pensées. Je travaillerai depuis mon bureau à la maison. Ne t'inquiète pas pour moi. Bien sûr, bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin, dit Julien d'un ton magnanime. Se sentant comme l'homme le plus sage du monde. Il finit son café, prit sa mallette et quitta la maison d'un pas léger. Convaincu que le plus grand obstacle avait été écarté. Au moment où le bruit du moteur de la voiture de Julien s'éloigna dans la rue. Le masque de calme de Cassandra tomba instantanément. Elle ne pleura pas, mais sa mâchoire se serra et ses yeux se remplirent d'une détermination froide. Au lieu d'aller dans la chambre pour pleurer, elle marcha d'un pas vif vers son bureau à la maison. Cette pièce était son centre de commandement, l'endroit où son entreprise était née et avait grandi. Aujourd'hui, cette pièce deviendrait le quartier général de l'opération la plus importante de sa vie. Elle ferma la porte à clé, quelque chose qu'elle faisait presque jamais. Puis, elle ouvrit le coffre-fort caché derrière un tableau de paysage. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des bijoux, mais aussi d'épais classeurs de documents originaux. Elle les étala tous sur son large bureau. L'acte de propriété de la maison. Le titre de l'appartement d'avant-guerre qu'elle avait hérité de ses parents. Les contrats de location de ses boutiques, les relevés de courtage. Les documents d'incorporation de son entreprise, Cassandra. Et les registres financiers des 5 dernières années. Elle alluma son ordinateur portable et ouvrit un tableur. Systématiquement, elle commença à lister tous les biens qu'il possédait. Elle les divisa en 3 colonnes. Colonne 1, exclusivement à moi. Cela incluait les biens qu'elle possédait avant le mariage. Comme son appartement de l'Upper West Side et quelques lingots d'or hérités de sa grand-mère. Ces biens étaient légalement à elle. Mais elle savait qu'un avocat rusé engagé par Julien pourrait essayer de contester leur statut. Colonne 2, fruit de mon travail. C'était la colonne la plus longue. La maison où il vivait avec l'hypothèque payée par ses primes annuelles. La maison de plage des Hantons, achetée sous le nom de l'entreprise Cassandra. Les 3 boutiques et tout leur inventaire. Les portefeuilles d'actions et d'obligations maintenant évalués à des dizaines de millions de dollars. Tout cela provenait des revenus de son travail. Colonne 3, biens matrimoniaux. Cassandra faillit rire en voyant cette colonne. Elle ne contenait qu'un seul élément. Un compte bancaire joint dont le solde fluctuait avec les dépenses ménagères et 2 voitures. Sa voiture achetée en espèces et la voiture de Julien pour laquelle il effectuait encore des paiements de prêt. En voyant le tableau affiché à l'écran, sa colère devint encore plus claire. La demande de Julien de tout partager moitié-moitié n'était rien de moins qu'un vol en plein jour. La main de Cassandra tendit vers son téléphone. Ses doigts hésitèrent un moment sur le numéro de l'avocat habituel de son entreprise. Non, elle ne pouvait pas l'utiliser. Julien le connaissait aussi. Elle avait besoin de quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'inattendu. Quelqu'un avec une réputation formidable. Elle se souvint d'un nom qu'un associé avait mentionné en passant.
Un avocat connu comme le loup déguisé en agneau pour ses tactiques mortelles. Malgré son apparence amicale, elle trouva le nom dans un annuaire en ligne. Le cabinet d'avocats Wolf & Associates. Sans hésiter, elle composa le numéro à l'écran. Bonjour. Wolf & Associates. Une voix féminine professionnelle répondit. Bonjour. J'aimerais parler à Marcus Wolf. C'est urgent? Dit Cassandra. D'une voix ferme. Après une courte attente. Une voix calme et grave la salua. Marcus Wolf à l'appareil. Bonjour. Je m'appelle Cassandra. J'ai obtenu vos coordonnées par un collègue. J'ai besoin d'une consultation. Privée dès que possible. C'est au sujet d'un divorce et de la protection des biens. Une requête a-t-elle déjà été déposée? Demanda Marcus. Allant droit au but. Non, répondit rapidement Cassandra. Et je veux que tout soit réglé avant qu'elle le soit. Je ne veux pas mener une guerre au tribunal. Je veux que la bataille soit terminée avant même que mon adversaire sache qu'elle a commencé. Il y eut un court silence à l'autre bout de la ligne. Comme si Marcus évaluait sa cliente potentielle. J'aime votre approche. Cassandra. Pouvez-vous venir à mon bureau à midi aujourd'hui? Non. Cassandra intervint. Je ne veux pas être vue entrant dans un cabinet d'avocats. Pourrions-nous nous rencontrer ailleurs? Quelque part de discret? Silence à nouveau. Puis la voix de Marcus revint. Cette fois avec une note de respect. D'accord. Il y a un petit café dans le West Village appelé The Daily Grain. C'est calme là-bas. Vous y verrez à midi. Après avoir raccroché, Cassandra contacta immédiatement la deuxième personne de son équipe. Son conseiller financier et courtier, Rebecca. Rebecca était une femme d'âge moyen très pragmatique qui avait fidèlement géré une partie du portefeuille de Cassandra pendant des années. Rebecca. J'ai besoin de votre aide. Dit Cassandra sans préambule. Je divorce de Julian. Il y eut une pause. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, Cassie. Comment puis-je aider? Répondit Rebecca. D'un ton professionnel mais compatissant. J'ai besoin de liquider certains titres aussi rapidement que possible mais progressivement pour ne pas faire chuter le prix ni attirer l'attention. Et j'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte de courtage et un nouveau compte bancaire dans une institution différente. Complètement indépendant de mes comptes actuels. Tout doit être fait dans la plus grande confidentialité. Compris, dit Rebecca. Envoyez-moi la liste des titres que vous voulez vendre en premier. Je préparerai tous les documents nécessaires pour les nouveaux comptes. Nous pouvons utiliser un système entièrement numérique afin qu'aucun relevé ou courrier ne soit envoyé à votre adresse domiciliaire. Merci. Rebecca. Je vous dois une faveur. Ne vous inquiétez pas, considérez cela comme une réallocation majeure de portefeuille. Dit Rebecca, essayant d'alléger l'atmosphère. Après avoir terminé l'appel, Cassandra se sentit un peu plus confiante. Les rouages étaient déjà en mouvement. Maintenant, il était temps de faire le premier vrai pas. Le pas pour commencer le processus de récupération de sa vie. Elle ouvrit le site web de sa banque et se connecta au compte joint. Le solde était d'environ 40 000 $. La plupart de cet argent avait été déposé automatiquement 3 jours plus tôt comme paiement de dividende d'une de ses participations en actions. Julian ne savait clairement pas ou ne se souciait pas de la source des fonds. Il savait seulement que l'argent était là. Cassandra ouvrit le menu de transfert et entra le numéro de compte de son entreprise, Cassandra. Dans le champ du montant, elle tapa 30 000 $. Dans le champ mémo, elle écrivit « Paiement aux fournisseurs pour les tissus de la collection automne ».
C'était une raison parfaitement logique qui pouvait être étayée à tout moment par une facture. Préparé. Son doigt plana au-dessus du bouton de confirmation. Son cœur battait vite. C'était le point de non-retour. C'était le premier acte de déplacement actif d'actifs. Un léger tremblement de peur la traversa, mais il fut suivi d'une vague encore plus grande de force. Elle cliqua sur le bouton. Transfert réussi. Elle ferma l'ordinateur portable, remit tous les papiers dans le coffre-fort et le verrouilla. Elle sortit du bureau. Ce même matin, le calme était revenu sur son visage. Elle alla dans la cuisine, se prépara une tisane à la camomille et s'assit près de la fenêtre, regardant le jardin. Quand Julien rentra ce soir-là, il trouva Cassandra en train de lire un livre dans le salon. « Tu te sens un peu plus calme ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit doucement Cassandra en fermant son livre. « Je suis prête à commencer le processus quand tu le seras. » Julien sourit avec suffisance. Il n'avait aucune idée que le vrai processus avait déjà commencé ce matin même et qu'il n'était certainement pas invité. Au cours des semaines suivantes, Cassandra vécut une double vie avec la précision d'une actrice chevronnée. En surface, elle était l'épouse blessée mais résiliente. Elle se voûtait légèrement, souriait rarement. Et son regard semblait souvent perdu dans la tristesse. La performance était très convaincante, surtout pour Julien, dont l'ego était trop gonflé pour voir au-delà de ce qu'il voulait voir. Alors, quel genre de papier avons-nous généralement besoin ? Demanda Cassandra un soir pendant qu'il dînait dans un silence gênant, picorant sa nourriture comme si elle avait perdu l'appétit. Je ne comprends rien à tout ça. Julien, se sentant supérieur et maître de la situation, expliqua avec une patience feinte. Ce n'est pas si compliqué. Mon avocat préparera tout. Les choses les plus importantes sont nos pièces d'identité et le certificat de mariage. Ensuite, il y aura un accord de règlement. Tout ce que tu auras à faire est de signer. Plus tu coopéreras, plus vite ce sera terminé et nous pourrons tous les deux commencer nos nouvelles vies. Commencer nos nouvelles vies, répéta doucement Cassandra comme un murmure douloureux pour elle-même. Intérieurement, elle ricana. Bien sûr, Julien voulait finir rapidement. Plus vite ce serait terminé. Moins de temps Cassandra aurait pour chercher un conseil juridique ou penser à des moyens de perturber ses plans. Je veux juste que ça se termine pacifiquement, ajouta Cassandra, regardant Julien avec des larmes spécialement convoquées dans les yeux. Je ne veux pas me battre. Bien sûr, il n'y aura pas de guerre, dit Julien en tapotant le dos de la main de Cassandra. Un geste réconfortant qui lui parut profondément insultant. Je m'assurerai que tout se passe en douceur. Mais derrière ce masque de soumission, Cassandra agissait silencieusement, rapidement et de concert. La rencontre avec Marcus Wolf au Daily Grain était devenue son tournant décisif. Marcus, un homme dans la cinquantaine avec une apparence paternelle et des lunettes à monture fine, ne ressemblait en rien à un loup. Il parla doucement et écouta attentivement pendant que Cassandra racontait son histoire sans interruption. La situation est claire, Cassandra, dit Marcus après qu'elle eut terminé. Le facteur clé est le temps. Tant qu'une requête de divorce n'a pas été officiellement déposée au tribunal, les biens à votre nom vous appartiennent légalement, et vous êtes libre d'en disposer, y compris de les vendre ou de transférer la propriété. Nous ne faisons rien de criminel, clarifia-t-il. Nous effectuons simplement une redistribution de vos biens personnels. Son plan était simple mais brillant. D'abord, ils se concentrèrent sur les biens les plus faciles à liquider et les moins directement liés au nom de Julien, les titres. Le lendemain, Cassandra conduisait vers une de ses boutiques. Au téléphone en mode haut-parleur, elle parlait à son conseiller, Rebecca. Sa voix semblait professionnelle et calme, démentant un battement de cœur un peu plus rapide que d'habitude. Rebecca. Commençons par les actions de la société technologique.
Vendez 50% des participations dans Dino. Instruisit Cassandra. Oui. J'exécuterai la vente progressivement sur 3 jours pour obtenir le meilleur prix. Les fonds iront directement sur le nouveau compte de courtage, qui est déjà configuré, rapporta Rebecca. Bien. Et qu'en est-il des obligations du Trésor? C'est plus simple. La liquidation prend 2 à 3 jours ouvrables. Si vous voulez. Je peux commencer le processus aujourd'hui. Commencer. Dit fermement Cassandra. Alors qu'elle s'arrêtait à un feu rouge, une voiture de police s'arrêta juste à côté d'elle. L'agent à l'intérieur jeta un coup d'œil dans sa direction. Le cœur de Cassandra fit un bond. Une peur inexplicable la submergea. Elle se sentait comme une criminelle, même si elle protégeait simplement ce qui lui appartenait. Elle prit une profonde inspiration et se força à se calmer. Le feu passa au vert, et elle continua à rouler lentement, laissant la voiture de patrouille derrière elle. Ce moment lui rappela les risques qu'elle prenait et l'importance de maintenir son sang-froid. À la maison, elle devait être constamment sur ses gardes. Julian, de plus en plus absorbé par ses plans avec Isabella, prêtait peu d'attention aux détails. Mais il y eut des moments qui coupèrent le souffle à Cassandra. Un soir, Julian rentra tôt et trouva une pile de courriers sur la console dans l'entrée. Il la prit et commença à la trier. Cassie. Le relevé de ta carte de crédit est-il arrivé ce mois-ci? Demanda-t-il distraitement en ouvrant une enveloppe avec sa propre facture. Le cœur de Cassandra se figea pendant une seconde. Elle avait tout passé en relevé numérique un mois plus tôt. Oh oui. J'ai fait passer tous les relevés en email. C'est plus pratique et ça économise du papier. Répondit-elle calmement depuis la cuisine, en lui apportant un verre d'eau. Ah. Je vois. Marmonna Julian. Son attention se tournant déjà vers son propre courrier. Une autre fois, Julian demanda. Je regardais le compte joint et le solde est nettement plus bas. À quoi l'as-tu dépensé? Cassandra avait une réponse prête. Je l'ai utilisé comme acompte pour la soie italienne pour la nouvelle collection de robes de mariée. J'ai traité le transfert comme une dépense professionnelle. Donc il ne sera pas inclus dans le calcul de nos biens matrimoniaux. Ne t'inquiète pas. Elle lui montra un faux email de confirmation de commande qu'elle avait préparé sur son téléphone. L'explication impliquant les besoins de l'entreprise semblait très plausible. Julian, qui ne savait rien des subtilités de l'entreprise de Cassandra, hocha simplement la tête et ne posa plus de questions. Chaque petit mensonge réussi, chaque transfert secret qui passait sans accroc, boostait sa confiance. Elle devint plus habile à couvrir ses traces. Elle utilisait un VPN sécurisé chaque fois qu'elle accédait à ses comptes secrets. Elle communiquait avec Marcus et Rebecca via des applications de messagerie cryptées. Elle était devenue un fantôme dans son propre système financier. Une nuit, Cassandra s'assit dans son bureau longtemps après que Julian se fût endormi. Sur l'écran de son ordinateur portable se trouvait un tableur intitulé Projet Indépendance. Il contenait une liste de tous les biens qu'elle avait sécurisés. Elle venait de recevoir la confirmation de Rebecca que le montant total de la vente des actions avait été transféré avec succès sur son nouveau compte caché. Avec une satisfaction froide. Elle déplaça son curseur sur la ligne qui disait titre Dino étape à terminer dans la colonne statut. Elle regarda le mot un moment. Chaque terminé qu'elle tapait était un pas loin d'un passé douloureux et un pas vers un avenir qu'elle contrôlait. Elle ferma l'ordinateur portable. Le masque semblait lourd, mais le poids enlevé de ses épaules semblait beaucoup plus léger. Elle continuerait à jouer le rôle de l'épouse soumise jusqu'à ce que le rideau final tombe. Et quand ce moment viendrait, elle serait prête à saluer pour sa plus grande performance solo. Après avoir sécurisé les actifs liquides, Cassandra savait que la tâche suivante serait bien plus complexe et dangereuse. Il était temps de passer à la richesse tangible. Au bâtiment qui ne pouvait pas être déplacé d'un clic, à l'immobilier.
Ses yeux se posèrent sur la cible la plus importante dans cette catégorie. La luxueuse maison de plage des Hamptons, où ils passaient souvent leur week-end. La maison avait été achetée 3 ans plus tôt, non pas par un particulier, mais comme un actif de son entreprise, Cassandra. Ce fait était à la fois une vulnérabilité et la clé de son plan. Vendre la maison exigeait le plus grand soin. Ce n'était plus une transaction numérique discrète. Cela impliquait des notaires, des documents officiels et de vrais acheteurs. Ici, le rôle de Marcus devint crucial. Cette fois, ils se rencontrèrent dans un restaurant familial animé pendant l'heure du déjeuner. Au milieu du bruit de l'établissement, Marcus exposa le plan à voix basse. « Nous effectuerons une vente légitime, expliqua-t-il. Cassandra vendra la maison. L'acheteur sera une nouvelle entité que nous avons créée. Horizon Equity Group LLC. Sur le papier, cette LLC sera entièrement détenue par votre mère. » Cassandra hocha la tête, comprenant la direction de ses pensées. Donc l'argent passe simplement du compte de mon entreprise à une entité contrôlée par ma mère. Exactement. Formellement, l'argent est retiré des actifs de Cassandra. Il ne peut donc pas être réclamé comme faisant partie de la valeur de l'entreprise dans un règlement de divorce. Mais en réalité, il reste sous votre contrôle total via votre mère. Nous fixerons le prix de vente légèrement en dessous de la valeur marchande pour créer une raison convaincante pour une transaction rapide. Détailla Marcus. Le processus commença. Marcus s'occupa rapidement de l'enregistrement de Horizon Equity Group. Pendant ce temps, Cassandra commença à préparer les documents de vente au nom de Cassandra via son manager de confiance, Arthur Jensen. Il devait agir vite. Plus longtemps la maison serait sur le marché, plus le risque que la nouvelle parvienne aux oreilles de Julian serait élevé. Le moment que Cassandra craignait le plus arriva enfin un week-end. Julian s'approcha d'elle d'une humeur inhabituellement joyeuse. « Cassie, j'ai une super idée, dit-il, utilisant un terme affectueux qu'il n'avait pas employé depuis longtemps. Allons à la maison de plage la semaine prochaine. Nous amènerons Isabella pour lui montrer tout. Appelons ça une visite préliminaire avant que tout soit officiellement à nous. » L'estomac de Cassandra se serra. La demande n'était pas seulement maladroite, mais aussi très dangereuse pour son plan. Un refus direct soulèverait des soupçons. « Julian, répondit Cassandra, essayant de paraître fatiguée. Je ne veux pas y aller en ce moment. Il y a trop de souvenirs. » Elle fit une pause et ajouta son excuse préparée. De plus, la maison est actuellement sur le marché pour une location à long terme. Arthur s'en occupe et il m'a dit qu'il y a quelques parties sérieuses qui vont la visiter cette semaine. Il vaut mieux ne pas gêner. Si nous pouvons générer des revenus locatifs, ce sera bon pour nous deux, n'est-ce pas? L'appât fonctionna. À la perspective d'argent facile. Les yeux de Julian s'illuminèrent. Oh, excellente idée. Tu as vraiment un don pour faire de l'argent. Il la complimenta, inconscient de l'ironie de ses propres mots. D'accord, laisse ça à Arthur. Dis-lui de demander le loyer le plus élevé possible. Oui. Ensuite, nous partagerons les profits. Répondit Cassandra avec un faible sourire. Mais Julian était impulsif. 3 jours plus tard, il décida de conduire seul au Hampton sans en informer Cassandra. Il inventa une excuse selon laquelle il voulait vérifier l'état de la maison avant qu'elle ne soit louée, mais sa vraie intention était de prendre quelques photos pour les montrer à Isabella. Au moment où la voiture de Julian s'engagea dans l'allée de la propriété, le cœur de Cassandra, à des kilomètres de là, sembla s'arrêter. Elle venait de recevoir un court message texte d'Arthur. Il est là. Ne t'inquiète pas. La situation est sous contrôle. À la maison de plage, Arthur Jensen, un homme d'âge moyen dont la loyauté envers Cassandra était inébranlable, joua son rôle à la perfection. Il était en fait là avec un jeune couple,
sa nièce et son mari, qui prétendaient être des locataires potentiels. Bonjour, salua poliment Arthur quand Julien entra. Il se présenta comme le gestionnaire de la propriété, pas seulement le manager de Cassandra. Je suis le propriétaire de cette maison, annonça Julien avec arrogance, en regardant autour du salon. Je comprends que ma femme prévoit de la louer. C'est exact. Je suis ici avec un couple fortuné de l'étranger qui est très intéressé, répondit Arthur avec aisance, en faisant un geste vers ses proches, qui hochèrent poliment la tête. Julien fut satisfait. Il parcourut la maison, s'imaginant lui et Isabella se prélassant près de la piscine. Il parla même un moment à Arthur pour lui donner des instructions. Assurez-vous que le paiement est en dollars américains. C'est une propriété de luxe après tout et fournissez-moi également un rapport. J'ai besoin d'être tenu au courant. Bien sûr, je rendrai compte à Cassandra, qui est la PDG de l'entreprise qui possède ce domaine. Et elle vous transmettra l'information, répondit courtoisement Arthur, en soulignant subtilement une fois de plus qui était le propriétaire légal de la propriété. Julien fronça légèrement les sourcils en entendant cela, mais n'y pensa pas beaucoup. Après avoir pris quelques photos, il partit. Dès que la voiture de Julien fut hors de vue, Arthur appela immédiatement Cassandra. C'était juste. Cassandra, dit Arthur en poussant un lourd soupir de soulagement. Merci, Arthur. Tu n'as aucune idée de combien ton aide compte pour moi, répondit Cassandra, ses mains tremblant encore légèrement tandis qu'elle tenait le téléphone. Cet incident servit de catalyseur pour accélérer toutes leurs actions. L'accord de vente entre Cassandra et Horizon Equity Group fut signé au bureau de Marcus. Des dizaines de millions de dollars provenant de la vente de la maison furent transférés le même jour. L'argent était maintenant en sécurité, détenu sur le compte d'une entité financière que Julien ne pouvait pas toucher. Cette nuit-là, Cassandra regarda fixement par la fenêtre de sa chambre. Elle avait réussi à défendre une autre forteresse. Mais la victoire semblait vide. Elle devait démanteler la structure de sa vie brique par brique juste pour la sauver de l'homme qui était censé être son partenaire. Chaque pas en avant dans son plan ressemblait à un pas en arrière par rapport aux beaux souvenirs qu'ils avaient autrefois. Mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle devait continuer à démêler l'enchevêtrement de leur richesse jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul fil emmêlé dans la cupidité de Julien. Après avoir sécurisé avec succès la maison, Cassandra fit face à son plus grand défi. Protéger le joyau de la couronne, son entreprise, Cassandra. Cette entreprise n'était pas seulement une source de revenus. C'était l'incarnation de son dur labeur, de sa créativité et d'années de sacrifices personnels. Laisser Julien en prendre la moitié serait comme abandonner la moitié de son identité. Vendre n'était pas une option. Elle ne pouvait pas abandonner ce qu'elle avait construit à partir de zéro. La stratégie qu'elle avait élaborée avec Marcus était bien plus élégante et complexe. Ils allaient restructurer la propriété de l'entreprise sur la base d'une reconnaissance de dette légalement documentée. La base de ce mouvement reposait sur un fait plausible. 7 ans plus tôt, quand Cassandra venait juste d'ouvrir sa première boutique, elle avait reçu une aide financière initiale de sa mère. Le montant n'était pas énorme, mais il suffisait pour louer le premier espace et acheter l'inventaire initial. L'argent avait été considéré comme un cadeau. Il n'y avait jamais eu d'accord de remboursement. Maintenant, ce cadeau devait devenir un prêt. Marcus rédigea méticuleusement un accord de prêt antidaté. Le document stipulait que la mère de Cassandra lui avait prêté le capital initial et que si elle ne le remboursait pas en espèces dans les 7 ans, la dette serait réglée avec une participation de 75% dans Cassandra. Le document fut conçu pour paraître authentique. C'est une manœuvre agressive, Cassandra, avertit Marcus via un canal crypté. Mais légalement, il est difficile de la contester. Surtout qu'il y a une preuve d'un virement bancaire ancien de votre mère vers vous. Nous pouvons arguer qu'il s'agissait d'un décaissement de prêt. Au tribunal,
Ce sera la parole de votre mère contre celle de votre mari. Et dans les affaires d'entreprise familiales, les juges ont tendance à faire davantage confiance aux documents écrits. Cassandra accepta. Elle préférait prendre le risque plutôt que de servir les fruits de son labeur sur un plateau d'argent. L'étape suivante fut d'enrôler l'aide de son associé le plus fidèle, Arthur Jensen. Un après-midi, Cassandra appela Arthur dans son bureau à la boutique principale. Ferma la porte et versa une tasse de thé pour l'homme qui était avec elle depuis que son entreprise n'était qu'une petite pièce exiguë. Arthur, commença Cassandra d'un ton sérieux. Je divorce de mon mari. Arthur la regarda avec inquiétude, mais sans surprise. En tant que proche de Cassandra, il avait depuis longtemps senti que tout n'allait pas bien dans la famille de sa patronne. C'est une triste nouvelle. Quelle que soit la décision que tu prendras, je te soutiendrai. Merci, dit sincèrement Cassandra. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Julien pense qu'il a droit à la moitié de cette entreprise que toi et moi avons construite à partir de rien. Je ne peux pas laisser cela arriver. Ce n'est pas seulement pour moi, Arthur. C'est aussi pour ton avenir et l'avenir de tous nos employés qui dépendent de cette entreprise. Cassandra expliqua l'essence du transfert de propriété à sa mère comme un moyen de régler une dette ancienne. Elle ne mentionna pas que la reconnaissance de dette venait d'être créée. Elle la présenta comme une obligation ancienne qu'elle devait remplir. La loyauté d'Arthur ne vacilla pas. Compris. Que as-tu besoin que je fasse? J'ai besoin que tu prépares tous les résumés financiers internes. Les bilans et les états des résultats. Tout doit refléter l'existence d'une dette impayée envers le bienfaiteur original. Nous devons faire en sorte que toute la piste documentaire paraisse naturelle et cohérente, instruisit Cassandra. Au cours de la semaine suivante, Cassandra et Arthur travaillèrent des heures supplémentaires, examinant d'anciens registres, insérant des notes confirmant l'historique du prêt et préparant tous les documents nécessaires pour une fausse assemblée générale des actionnaires. Seule Cassandra, en tant que propriétaire majoritaire, et quelques employés de niveau managérial de confiance qui détenaient de petites parts incitatives, assisteraient à cette réunion. Ils étaient tous loyaux envers Cassandra et approuveraient tout ce qu'elle proposerait. Le jour prévu, la procédure de transfert de propriété fut effectuée au bureau de Marcus. Sa mère, une retraitée au visage bienveillant avec les mêmes yeux perspicaces que sa fille, signa les papiers sans poser de questions inutiles. Elle prit seulement la main de Cassandra et dit « Reprends ce qui t'appartient, ma fille. » Avec le sceau du notaire et la signature sur l'accord, 75% de la propriété de Cassandra furent officiellement transférés à sa mère. Cassandra continuerait à servir de PDG et à avoir le contrôle total des opérations quotidiennes. Mais sur le papier, elle n'était plus la propriétaire majoritaire. La valeur intrinsèque de l'entreprise était maintenant hors de portée de Julien. Ce soir-là, après que tout fut fait, Cassandra était seule dans la boutique phare fermée. Elle toucha les belles robes sur les mannequins, sentant la douceur des tissus de haute qualité. Elle avait sauvé son royaume, mais le sentiment de victoire était amer doux. Elle se sentait comme un général qui avait dû brûler ses propres champs pour les empêcher de tomber entre des mains ennemies. Elle avait protégé son entreprise en abandonnant le titre prestigieux de propriétaire. C'était un sacrifice douloureux mais nécessaire. Elle se regarda dans le grand miroir dans le coin. Son visage paraissait fatigué, mais ses yeux brûlaient d'une détermination inébranlable. La bataille n'était pas encore terminée. Mais sa principale forteresse se dressait maintenant ferme et imprenable. Avec le temps, le calme arrogant de Julien commença lentement à s'effriter. Isabella, qui avait initialement attendu patiemment, devenait de plus en plus irritable. L'image d'une vie luxueuse que Julien avait promise semblait de plus en plus lointaine. Et elle commença à décharger sa frustration sur lui. Ça fait presque 2 mois
Quand est-ce que ça va se terminer, exigea Isabella au téléphone. D'une voix tranchante. Je suis fatigué d'attendre dans ce petit appartement. J'ai regardé des condos à Soho. Mais les prix ne cessent d'augmenter. Sois patiente encore un peu, chérie, essaya Julien de l'apaiser. Les rouages de la justice tournent lentement. Cassie dit qu'elle rassemble tous les registres financiers pour un règlement équitable. Elle coopère. Coopère? Un rire caustique vint de l'autre bout de la ligne. Est-elle en train de les rassembler ou de les cacher? Tu es trop mou. Julien. Tu dois prendre le contrôle de la situation. Vérifie tous ses comptes. Ses investissements. Elle a peut-être déjà déplacé tout l'argent. Nous pourrions finir par recommencer à zéro les mains vides. Les mots d'Isabella piquèrent l'orgueil de Julien. Être traité de mou était l'ultime insulte pour lui. Poussé par les doutes qu'Isabella avait semés, il décida de commencer à enquêter. Comme il ne voulait pas paraître agité devant Cassandra, il agit en secret. Ce soir-là, pendant que Cassandra était sous la douche, Julien entra dans son bureau. Alluma son ordinateur portable. Il devina son code PIN, la date de leur mariage, et déverrouilla avec succès. Puis il essaya de se connecter à un de leurs comptes de courtage joints, qu'il n'avait pas vérifié depuis longtemps. Il entra le nom d'utilisateur et le mot de passe dont il se souvenait. Erreur. Il essaya à nouveau, mais sans succès. Un message apparut à l'écran. Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Il essaya l'option mot de passe oublié, espérant que l'email de confirmation serait envoyé à sa boîte de réception. Mais le système l'informa que l'email avait été envoyé à l'adresse enregistrée principale. Autant qu'il sache, c'était l'email personnel de Cassandra. Un mauvais pressentiment commença à l'envahir. Le lendemain, il appela le service client de la société de courtage. Après un processus complexe de vérification d'identité, il put enfin parler à un agent. Je ne peux pas me connecter à mon compte. Le numéro de compte est... se plaignit Julien. Oui, un moment. Laissez-moi vérifier, dit l'agent après une courte pause. Il parla à nouveau. Monsieur, selon nos registres. Le mot de passe de ce compte a été changé il y a 2 semaines par le titulaire principal du compte. Cassandra. Le cœur de Julien battit un peu plus vite. Changé? Pourquoi a-t-il été changé? Nous n'avons aucune information sur la raison. Monsieur. En tant que titulaire secondaire du compte, vous n'avez pas l'autorité pour changer les détails du compte ou demander une réinitialisation du mot de passe. Vous devrez contacter le titulaire principal du compte. Julien raccrocha le téléphone avec rage. Ce soir-là, il rassembla son courage et décida de parler à Cassandra. Il essaya d'utiliser un ton détendu, faisant semblant de demander en passant. Cassie, j'essayais de me connecter à notre compte de courtage l'autre jour. Mais je n'ai pas pu. Il semble que le mot de passe ait changé. Cassandra, qui lisait un livre sur le canapé, leva les yeux. Son expression était calme sans la moindre trace de surprise. Elle s'attendait à cette question. Oh, ça? Répondit-elle d'un ton sec. Mon conseiller financier s'en est occupé. En préparation du partage des biens. Il a été décidé qu'elle aurait temporairement un accès complet pour s'assurer qu'aucune des parties ne fasse de transactions unilatérales avant une décision officielle du tribunal. Elle m'a dit que c'est une procédure standard pour protéger les biens et s'assurer que tout est équitable et transparent. L'explication était brillante. Cassandra utilisa les mots équitable, transparent et protégé. Elle renvoya à Julien les mots mêmes qu'il avait utilisés pour l'endormir dans un faux sentiment de sécurité. La raison paraissait très professionnelle, logique, et même semblait être dans le meilleur intérêt de Julien. Les soupçons de Julien s'apaisèrent un peu, mais ne disparurent pas complètement. Un conseiller financier? Depuis quand utilises-tu un conseiller?
Depuis que tu m'as demandé le divorce, répondit sèchement Cassandra. Ses yeux retournant au livre dans ses mains. Je ne comprends pas le droit du divorce ni les subtilités du marché boursier. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse me conseiller pour ne pas faire un mauvais mouvement qui pourrait nous nuire à l'un ou à l'autre. Cette réponse réduisit Julien au silence. L'idée que sa femme faible et ignorante cherche de l'aide experte semblait raisonnable. Mais la graine du doute avait été plantée. Il commença à remarquer de petites choses. Cassandra mettait fin précipitamment à des appels téléphoniques quand il entrait dans la pièce. Elle ne laissait plus son ordinateur portable ouvert. Elle semblait sortir de la maison plus souvent sous prétexte de rencontrer des fournisseurs ou de vérifier ses boutiques. Mais quand elle rentrait, son visage paraissait fatigué mais déterminé. Ce n'était plus une tristesse soumise. C'était une activité concentrée. Une nuit, Julien se réveilla pour trouver le côté du lit de Cassandra vide. Il fouilla la maison et trouva Cassandra assise sur le balcon, regardant simplement dans l'obscurité de la nuit. Elle ne pleurait pas. Elle était juste assise là silencieusement avec le dos droit. Une aura de force étrange l'entourait. Une aura qui effrayait un peu Julien. « Tu es encore réveillé ?» demanda-t-il. Cassandra tourna la tête. Ses yeux étaient clairs à la lumière des lampes du jardin. « Je suis juste sorti prendre l'air. J'ai beaucoup à penser. » Cette nuit-là, Julien retourna seul au lit. Son anxiété ne fit que grandir. Les plaintes d'Isabella continuaient à résonner dans ses oreilles, se mélangeant à l'image d'une Cassandra de plus en plus énigmatique. Pour la première fois, il sentit que son plan, qu'il pensait parfait, pourrait avoir une faille. Et le nom de cette faille était Cassandra. Il essaya de chasser ce sentiment, s'assurant que tout se déroulait selon le plan. Mais au fond de lui, il savait que le calme avant la tempête était terminé. Et que des nuages sombres commençaient à s'accumuler à l'horizon. Le temps semblait passer de plus en plus vite. Chaque moment rapprochait Cassandra de la ligne d'arrivée qu'elle avait tracée pour elle-même. Julien communiquait maintenant plus fréquemment avec son avocat au sujet de la préparation des documents finaux. Cassandra savait qu'il ne lui restait que quelques jours, une semaine au plus, avant que la requête ne soit officiellement déposée au tribunal. Et que tous les biens matrimoniaux ne soient légalement gelés. Elle avait besoin de terminer l'étape finale. Sa dernière cible était le compte bancaire joint, le portefeuille quotidien de la famille, qui jusqu'à présent avait été un symbole de leur union financière, mais seulement sur le papier. Comparé aux dizaines de millions de dollars qu'elle avait sécurisés dans les investissements et l'immobilier, le montant sur ce compte était petit. Mais pour Cassandra, retirer ces fonds avait une signification profonde. C'était couper le dernier fil qui la reliait à Julien. Détruire le dernier vestige monétaire de son ancienne vie. Cette nuit-là, Cassandra attendit bien après minuit. Le ronflement doux de Julien provenant de la chambre était le signal qu'elle pouvait agir. Elle se glissa dans son bureau. En allumant l'ordinateur, une tension familière l'enveloppa. C'était probablement la dernière fois qu'elle conduirait une telle opération secrète. Elle ouvrit le portail bancaire en ligne et regarda l'écran. Le solde du compte joint était d'environ 35 000 $. La plupart consistaient en leur salaire du dernier mois, plus le reste d'autres dépôts divers. Elle aurait pu tout prendre. La tentation était forte. Un murmure silencieux l'incitait à vider le compte pour lui renvoyer toute la douleur. Mais Cassandra secoua la tête, chassant cette pensée. Son objectif n'était pas une vengeance aveugle, mais une justice calculée. Sa victoire devait être propre et sans faille. Elle ouvrit l'historique des transactions et calcula soigneusement. Le salaire de Julien pour le dernier mois était d'environ 30 000 $. Le reste des autres fonds qu'elle ne pouvait pas directement réclamer comme sien était d'environ 5 000 $. Total 35 000. Elle laisserait son salaire sur le compte. Elle ne prendrait que la partie qu'elle pouvait clairement prouver provenir de ses propres transferts gagnés à la sueur de son front et des profits des boutiques. Elle avait déjà déplacé la majorité de ses revenus de ce compte des semaines plus tôt.
Elle ouvrit le menu et transféra les 5 000 $ restants sur son nouveau compte personnel. La transaction passa sans problème en quelques secondes. Quand elle eut terminé, elle regarda les 30 000 $ restants. Cela suffirait à Julian pour un mois ou deux. Ce n'était pas un geste de générosité. C'était un mouvement calculé. En laissant un montant spécifique. Elle privait Julian de la capacité de l'accuser de vol pur et simple ou de l'avoir laissé dans le besoin. Cela prouvait qu'elle n'était pas motivée par la cupidité, mais par un calcul froid. Elle ferma l'ordinateur, submergée par un immense sentiment de soulagement. Mais aussi par une tristesse inattendue. La porte était maintenant vraiment fermée. Plus de liens financiers, plus d'heures, seulement le mien et le sien. Sa guerre silencieuse était terminée. Il ne restait plus qu'à déclarer la victoire. Le lendemain, Cassandra commença à se préparer pour le final. Elle ne fit pas ses valises pour toute sa vie. Cela semblerait un signe de désespoir et pourrait éveiller les soupçons si Julian le voyait. Au lieu de cela, elle prépara une valise de taille moyenne. À l'intérieur, elle plaça ses vêtements préférés, quelques objets personnels de valeur. Son ordinateur portable, et surtout, un dossier bleu foncé de documents. Ce dossier était son arsenal. Il contenait les relevés de son nouveau compte bancaire montrant un solde fabuleux. L'accord de vente notarié pour la maison de plage. Les documents sur la nouvelle structure de propriété de Cassandra avec le nom de sa mère comme propriétaire majoritaire, et un bref résumé de son avocat sur la légalité de toutes ses actions. Parfaitement organisé, chaque papier à l'intérieur du dossier était une balle prête à être tirée. Au cours des 2 jours suivants, elle maintint sa routine habituelle. Mais resta extrêmement concentrée. Elle attendit. Chaque fois que Julian rentrait du travail, son cœur battait plus vite. Se demandant si c'était le moment. Et le vendredi soir, le moment arriva. Julian rentra avec un pas plus léger que d'habitude. Un sourire suffisant jouait sur ses lèvres. Dans sa main, il tenait une mallette en cuir marron d'apparence coûteuse. « Nous ne mangeons pas à la maison ce soir, » dit Julian d'un ton faussement joyeux. « Je veux te montrer quelque chose. Considérons cela comme une célébration du début de nos nouvelles. Vie séparée. » Cassandra regarda la mallette dans la main de Julian. Puis hocha lentement la tête. « Nous n'avons pas besoin d'aller nulle part. Parlons ici. » Répondit-elle d'une voix calme qui frappa comme une tempête. L'aube du chapitre final de sa vie avec Julian se levait. La scène était prête, et Cassandra, la créatrice et l'actrice principale, était prête pour le final. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à la même table de salle à manger en chaîne où la demande de divorce avait été faite pour la première fois. Mais cette fois, la dynamique était différente. Julian dégageait une aura de victoire tandis qu'un calme glacial émanait de Cassandra. Julian posa la mallette en cuir marron sur la table avec un geste théâtral. « Prête, Cassie » commença-t-il, d'un ton condescendant comme s'il parlait à une petite fille. « Mon avocat est très bon. Tous les documents sont parfaits. L'accord de divorce. La liste des biens matrimoniaux à partager moitié-moitié. Tout est ici. Nous n'avons qu'à les signer. Chez le notaire demain et les déposer au tribunal. Rapide, propre et sans drame. » Il poussa la mallette vers Cassandra. « Lis d'abord juste pour être sûr. J'ai tout détaillé. Cette maison, la maison de plage. Les économies, la valeur de ton entreprise. Nous partageons tout équitablement. » Cassandra ne toucha même pas la mallette. Elle la laissa coucher entre eux, monument à la cupidité de Julian. Au lieu de cela, elle prit son propre dossier bleu, qui reposait sur la chaise adjacente. Avec les mêmes mouvements calmes, elle le posa sur la table. « J'ai aussi préparé quelques documents pour que tu les examines, » dit Cassandra. D'une voix claire et ferme. Julian laissa échapper un petit rire. Un rire plein de mépris. « Quel document ? Une lettre de ton conseiller. Pas besoin. Cassie. Ce n'est pas une affaire émotionnelle. C'est une affaire purement légale.
Cassandra ignora la moquerie, ouvrit le dossier bleu et sortit la première feuille. C'était une impression du compte bancaire en ligne de ce jour même. Voici notre compte joint, dit Cassandra en glissant le papier vers Julien. Le solde est de 30 000 $. 15 000 pour toi, 15 pour moi. Équitable, n'est-ce pas? Le visage de Julien changea. Son sourire disparut. De quoi parles-tu? Nos économies sont en millions. Cassandra sortit la deuxième feuille. Un relevé de son nouveau compte avec une longue rangée de zéros à la fin. Ce sont mes économies, pas nos économies. L'argent de mon salaire. De mes primes d'entreprise et de mes revenus d'investissement. Tout a été transféré ici. Les yeux de Julien s'écarquillèrent d'incrédulité. Tu ne peux pas faire ça. Non, je peux, contra Cassandra, sortant maintenant la troisième feuille. L'accord de vente pour la maison de plage des Hantons. Et en ce qui concerne la maison de plage. Tu arrives trop tard. Cette maison n'était pas un bien personnel. C'était un bien d'entreprise. Et en tant que PDG de Cassandra à l'époque, j'ai décidé de la vendre le mois dernier pour reconstituer la trésorerie de l'entreprise. Voici l'accord de vente officiel. Julien arracha le papier de ses mains. Il vit le nom de son entreprise, Cassandra, comme vendeur et un nom inconnu. Horizon Equity Group LLC, comme acheteur. Ses mains commencèrent à trembler. C'est impossible. Je n'ai jamais donné mon consentement. Ton consentement n'était pas requis. C'était une transaction d'entreprise. Expliqua Cassandra avec une patience mortelle. Et l'argent de la vente est allé sur le compte de la LLC. De l'argent qui, bien sûr, ne peut pas être divisé comme notre bien matrimonial. Julien respirait lourdement. Son visage devint rouge d'un mélange de colère et d'une peur qui s'insinuait lentement. L'entreprise? Au moins j'ai droit à la moitié de ton entreprise. Nous l'avons construite. Ensemble, n'est-ce pas? Cassandra haussa un sourcil. Elle sortit le document final, le plus mortel, une copie des statuts modifiés de Cassandra. Selon ce document notarié, je ne suis qu'une actionnaire minoritaire dans ma propre entreprise. 75% des actions appartiennent à ma mère en remboursement du capital initial que j'ai emprunté quand je commençais juste. Une dette dont l'échéance est arrivée juste avant que tu commences à parler de divorce. Quelle coïncidence. N'est-ce pas? Julien fixa le document. Le nom de sa belle-mère était clairement écrit comme propriétaire principal. Ses jambes semblèrent faibles. Tous ses plans, le palais avec Isabella, son avenir luxueux. Tout s'effondra devant ses yeux en moins de 5 minutes. C'est une fraude, cria-t-il, en frappant du poing sur la table. C'est illégal. Tu as volé mon argent. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te détruire. Pour la première fois, Cassandra sourit. Pas un sourire chaleureux, mais un sourire froid plein de triomphe. Elle se leva de sa chaise. Vas-y et poursuis-moi en justice. Mon avocat serait ravi de te rencontrer au tribunal. Mais d'abord, demande à ton avocat. Demande-lui si c'est illégal pour une épouse de gérer des biens officiellement enregistrés à son nom. Est-ce illégal de vendre une propriété d'entreprise? Est-ce illégal pour quelqu'un de rembourser ses dettes? Cassandra fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Tu as dit que j'étais faible. Tu avais tort. Ma vraie faiblesse était de te laisser me sous-estimer pendant si longtemps. De croire pendant si longtemps que l'homme dormant à côté de moi me voulait du bien. Maintenant j'ai repris tout ce qui est à moi. Elle marcha jusqu'à la porte d'entrée où sa valise l'attendait. Construis ton nouveau palais avec Isabella. Mais tu devras poser la première pierre toi-même. Au revoir, Julien.
Sur ce, Cassandra prit la poignée de sa valise, ouvrit la porte et sortit dans la nuit fraîche sans regarder en arrière. Le bruit de la porte se refermant derrière elle fut comme le coup de marteau d'un juge. Un son qui annonçait que le procès était terminé, et que le verdict avait été rendu. Julien resta seul dans la grande maison maintenant vide, entouré des bouts de papier de ses plans brisés. Le silence que Cassandra laissa derrière elle était plus assourdissant que ses cris quelques instants plus tôt. Pendant plusieurs minutes, Julien resta assis là à fixer les 2 mallettes sur la table. Sa mallette en cuir marron, maintenant totalement inutile, et le dossier bleu de Cassandra, qui était devenu la pierre tombale de son avenir. La réalité le frappa avec la force d'un train de marchandises. Ce n'était pas un cauchemar. C'était réel. Sa première réaction fut le déni mêlé à la panique. Il saisit son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine composer le numéro de son avocat. Miller, cria-t-il dès que l'appel fut connecté. Pas de formalité. Ma femme m'a escroqué. Elle a déplacé tout l'argent, vendu la maison de plage, transféré l'entreprise à sa mère. C'est une fraude. Nous devons la poursuivre. Nous devons tout. Je l'ai. À l'autre bout de la ligne vint le soupir las de l'avocat. Calme-toi. Julien. Explique-moi tout lentement. Quand ces transferts ont-ils eu lieu? Je ne sais pas. Probablement au cours des dernières semaines. Et notre requête de divorce a-t-elle été officiellement déposée chez le greffier du tribunal? Demanda l'avocat, d'un ton tranchant. Non. Je prévoyais d'apporter les papiers demain. Un long silence suivit. Julien sentit un sentiment de terreur sinistre épaissir l'air. Miller? Tu es toujours là? La voix de l'avocat était plate et sèche. Je dois te donner la dure vérité. Si toutes ces transactions financières et ventes ont eu lieu, avant que notre requête ne soit officiellement enregistrée au tribunal, et si ces biens étaient légalement documentés au nom de ta femme ou au nom de son entreprise, alors ce qu'elle a fait est presque certainement parfaitement légal. Légal? Gémit Julien, incapable de croire ses oreilles. C'est du vol. On appelle ça une gestion proactive des actifs. Jusqu'à ce qu'il y ait une ordonnance du tribunal. Ou une injonction. Elle est libre de faire ce qu'elle veut avec les biens qui sont légalement à son nom. Tu aurais dû déposer au moment où tu as décidé du divorce. Tu lui as donné trop de temps. Selon la lettre de la loi. Elle ne t'a pas volé. Elle t'a simplement surpassé en intelligence. Le téléphone glissa de la main de Julien et tomba au sol avec un bruit sourd. Surpassé en intelligence. Le mot résonna dans sa tête. Cassandra, qu'il avait considérée comme faible, soumise et idiote, l'avait joué avec une telle maîtrise. Sa pensée suivante fut pour Isabella. Il devait lui dire. Avec des mains encore tremblantes, il appela son amour. Eh, chérie. Alors, quelles sont les nouvelles? Quand signons-nous les papiers? La voix d'Isabella était joyeuse et pleine d'espoir. Isabella. Il y a un problème, murmura Julien, sa voix. L'argent, la maison, Cassie à tout prix. Tout est parti. Silence? Non de surprise. Mais un silence froid et mort. Que veux-tu dire par parti? Demanda Isabella, sa voix baissant de plusieurs tons. Elle a tout transféré. Vendu la maison. L'entreprise est au nom de sa mère. Il ne reste qu'un peu dans le compte ménager. Cette maison, qui a encore une grosse hypothèque, expliqua Julien. Un rire aigu et méprisant éclata à l'autre bout. Parti? Tu l'as laissé tout prendre? Es-tu un imbécile? J'ai jeté ma vie pour tes promesses de luxe,
Et maintenant tu me dis que tout est parti. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Je pensais qu'elle. Tu pensais qu'elle était stupide. Il s'avère que tu étais l'imbécile. Isabella le coupa sèchement. Je ne vais pas vivre dans la pauvreté. Je ne recommencerai pas à zéro avec un perdant comme toi. Ne m'appelle plus jamais. L'appel se termina. Clique juste comme ça. Le véritable amour qu'il avait utilisé comme raison pour détruire son foyer s'avéra n'être rien d'eux. Plus que l'amour pour un compte bancaire. Maintenant il était seul. Vraiment seul. La panique céda la place à un désespoir complet. Il devait contacter Cassandra. Il devait supplier. Il reprit son téléphone et commença à envoyer des messages les uns après les autres. Le premier message était plein de colère. Cassandra. Tu regretteras ça. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Pas de réponse. Le deuxième message contenait des menaces. Je dirai à tout le monde quel serpent manipulateur tu es. Je ruinerai ta réputation et ton entreprise. Toujours le silence. Le troisième message commença à s'adoucir. Une tentative de négociation. D'accord. D'accord. J'avais tort. Je suis désolé. Parlons simplement de ça. Ne fais pas ça. Je te donnerai ce que tu veux. Encore pas de réponse. Finalement. Son masque d'arrogance se brisa complètement et se transforma en une supplique pathétique. Cassie. S'il te plaît ne me laisse pas comme ça. Je n'ai rien. Je suis tellement désolé. S'il te plaît. Réponds-moi. Il attendit 1 heure, les yeux collés à l'écran du téléphone, attendant le moindre signe de vie. Soudain, il essaya d'envoyer un autre message, mais quelque chose d'étrange se produisit. Le message ne s'envoya pas. Une notification d'erreur apparut. Il essaya d'appeler. Il n'y avait pas de sonnerie. Cassandra avait bloqué son numéro. Cette prise de conscience fut le coup final. Ce ne furent pas les cris ni les insultes qui le détruisirent. Ce fut le silence complet et total de Cassandra. Ce silence était sa sentence. Il n'était plus considéré comme digne même d'une réponse. Julien s'effondra sur le canapé dans le salon sombre. La grande maison, autrefois symbole de son succès, ressemblait maintenant à une tombe froide. Il était entouré de meubles coûteux et de souvenirs vides. Les débris de sa cupidité étaient éparpillés tout autour de lui. Et il était le seul habitant des ruines. 1 an plus tard, l'année passée. Qui s'était autrefois étendu devant elle comme un ennemi lent et anxiogène, était maintenant devenu une bombe de guérison. Une année avait suffi pour détruire un monde. Et juste assez pour en construire un complètement nouveau. Dans un luxueux appartement en penthouse avec une vue panoramique sur les lumières matinales de Manhattan, Cassandra commença sa journée. L'air frais de la ville qui l'accueillit sur le balcon portait le parfum de l'énergie urbaine et des nouveaux départs. Elle ne vivait plus dans la grande maison pleine de souvenirs amers. Elle avait avancé, non seulement physiquement, mais spirituellement. Son apparence avait aussi changé. Elle portait ses cheveux dans une coupe plus courte et moderne qui encadrait un visage qui rayonnait maintenant de confiance. Sa garde-robe n'était plus de simples robes, mais des tailleurs de travail nets et des tenues sur mesure élégantes. Elle n'était plus seulement la propriétaire d'une chaîne de boutiques à Manhattan. Elle était une entrepreneur majeure dont le nom commençait à résonner dans le monde de la mode internationale. Ce matin-là, elle venait de terminer une vidéoconférence avec son équipe. Cassandra, qu'elle avait officiellement rachetée à sa mère avec ses propres économies, était en plein milieu d'une expansion majeure. Ils se préparaient à ouvrir leur première boutique phare en dehors de New York à Chicago. Toutes les préparations sont dans les temps, rapporta Arthur Jensen. Son visage rayonnant à l'écran. Les fournisseurs et les transporteurs sont prêts. Et l'équipe de design a terminé l'intérieur. Nous sommes sur la bonne voie.
Excellent, Arthur, dit Cassandra avec un sourire sincère. Merci pour ton travail acharné et les efforts de toute l'équipe. Je ne pourrais pas le faire sans toi. Après l'appel, Cassandra alla à sa machine à espresso et prépara un café noir fort. En sirotant la boisson chaude, elle regarda la ligne d'horizon. Le divorce lui-même avait été finalisé 6 mois plus tôt. Via son avocat désespéré, Julian avait essayé de lancer des contre-attaques. Il avait accusé Cassandra de fraude et de détournement de fonds. Mais l'équipe juridique de Marcus avait facilement repoussé chaque assaut. Il fut prouvé que toutes les transactions de Cassandra avaient été exécutées légalement avant le dépôt de la requête et concernaient des biens sous son seul contrôle légal. Finalement, Julian ne reçut rien d'autre que ce que Cassandra avait daigné lui laisser. La moitié des miettes pathétiques laissées dans le compte ménager et la responsabilité unique de l'hypothèque sur la maison qu'il fut forcé de vendre. Cassandra pensait parfois à lui, mais il n'y avait plus de douleur. Les souvenirs étaient maintenant comme regarder une vieille pièce sur quelqu'un d'autre. Elle réalisa que la trahison de Julian n'était pas le reflet de ses propres défauts, mais de son propre caractère fragile. Cela avait été une épreuve du feu pour son esprit, la forçant à grandir en la puissante femme qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir être. Elle se sentait en paix, entière et surtout, libre. De l'autre côté de la ville, dans un petit studio exigu dans un vieux bâtiment, Julian traînait dans sa nouvelle existence. Il avait été forcé de vendre la grande maison car il ne pouvait pas se permettre les paiements d'hypothèque. Après avoir payé la banque et d'autres dettes, il ne restait presque rien. Il travaillait maintenant dans un petit cabinet pour un salaire qui était une fraction de son ancienne vie. Ce soir-là, il était assis seul sur son canapé usé. Sa chambre éclairée seulement par la lueur de l'écran de son téléphone portable. Il faisait défiler les réseaux sociaux, une vieille habitude. L'habitude qui avait commencé sa chute et qui était maintenant devenue sa torture quotidienne. Son pouce s'arrêta sur un post dans un journal d'affaires Promine. C'était une photo de la cérémonie des prix de l'entrepreneur de l'année. Au centre de la scène, portant une robe bordeaux époustouflante et tenant une statuette en cristal se tenait une femme avec un sourire radieux. Cette femme était Cassandra. Julian fixa la photo pendant longtemps. La femme sur l'image semblait si étrangère, non pas à cause de sa coupe de cheveux ou de sa robe, mais à cause de l'aura de pouvoir et de bonheur qui rayonnait d'elle. C'était la Cassandra qu'il n'avait jamais connue. Ou plutôt la Cassandra qu'il n'avait jamais voulu voir. Et c'est alors que la révélation finale la plus douloureuse le frappa. Il réalisa que ce qu'il avait jeté n'était pas seulement du capital ou de l'immobilier. Il avait perdu une femme qui avait l'esprit pour construire un royaume, la force pour affronter les tempêtes, et la loyauté pour rester à ses côtés. Toutes ces qualités qu'il avait prises pour des faiblesses, la patience de Cassandra, sa décence, sa gentillesse étaient en fait les piliers de sa force. Il avait jeté un diamant, aveuglé par l'éclat d'un morceau de verre bon marché nommé Isabella. Ah, Isabella. La dernière fois que Julian l'avait vue était aussi en ligne, posant affectueusement avec un autre homme, plus âgé et manifestement plus riche. Le cycle continuait, et il n'était qu'une autre victime de sa propre bêtise. Le remords brûlait dans ses entrailles comme de l'acide. Non seulement le regret pour la richesse perdue, mais une douleur plus profonde pour sa stupidité et son arrogance en tant qu'homme. Il éteignit son téléphone, et l'obscurité de la pièce sembla l'engloutir tout entier. Le seul actif qui lui restait était une amertume éternelle. De retour dans son luxueux appartement, Cassandra posa sa tasse de café. Elle regarda son reflet dans la grande fenêtre panoramique. Derrière elle se trouvait le décor élégant de ses pièces spacieuses. Devant elle, le paysage urbain scintillant s'étendait, plein de promesses et d'opportunités. Elle ne regardait plus en arrière. Le passé était une leçon, pas une prison. Avec un sourire léger et confiant, elle se détourna de la fenêtre. Prête à rencontrer le nouveau jour et prête à conquérir un nouveau monde. L'aube était arrivée, et cette aube était entièrement la sienne.